On vous remercie d'être là pour la deuxième journée. Alors, nous sommes chargés de l'animation de cette première session du matin. Nous sommes particulièrement heureux car le thème nous intéresse aussi pour d'autres recherches, et puis les communications qu'on va entendre sont tout à fait passionnantes. Donc je serai, on va dire, accompagnée dans cette session par Armand Béard, qui est professeur à l'INSI. Et je suis un des chercheurs du GERFO, voilà. Antonella Tufano, enfin, mais c'était marqué. Alors, pourquoi cette session, nous la trouvons intéressante? Peut-être un tout petit mot extrêmement rapide, et puis je laisserai la parole à nos deux conférencières. Effectivement, depuis hier, j'imagine, comme je n'ai pas pu assister, que la question qui était centrale dans le colloque, c'est-à-dire finalement comment l'architecture peut être un mode d'enquête sur l'existence et sur le construit, a été abordée. Ce matin, plus particulièrement, il s'agit de voir quels sont les régimes de transmission de cette expérience extrêmement particulière qui est faite en se nourrissant dans une archive vivante, celle effectivement du créateur, qu'il s'agisse de l'architecte, du plasticien, du danseur, du musicien, toute forme de création, et comment les conditions du partage de cette expérience se font avec les autres. Effectivement, on verra ce matin, les modalités sont très différentes. Elles dépassent largement le visuel pour aller justement chercher dans d'autres modes d'expression. Et finalement, on peut dire, sans réduire simplement à ça, évidemment, cet acte de transmission, qu'il s'agit de formes qui sont différentes. Lorsque nous sommes face à quelque chose de profondément individuel qui repose sur notre expérience, la certitude sensorielle dont les premières conférencières vont nous parler, il faut voir comment on le partage avec d'autres publics. Et donc nous sommes dans un jeu très complexe d'interprétation. Ensuite, on va voir d'autres formes. Par exemple, comment des connaissances sont transmises, on va dire comment il y a une transmission codée de ces expériences et pratiques dans des disciplines différentes. Il s'agira là, par exemple, d'une forme de translation comme celle qui sera présentée par Cristina Palmesa, voilà, et José Luis Carles. Voilà. Et enfin, une troisième forme de transmission qui sera avec la rencontre avec les autres mondes, en dehors, on va dire, de ce cercle de création, et celle effectivement de comment on partage avec un public. C'est ce que Jim Nyo va nous raconter, notamment à travers le rapprochement tout à fait passionnant entre le travail de Cedric Price et la notion de proximité qui est mise en jeu par Benjamin. Et cet acte-là sera peut-être une forme de traduction d'une langue à l'autre. C'est alors autour, on va dire, de ces trois pôles, mais je répète, les trois pôles se croisent, ils créent des choses tout à fait nouvelles, qu'on va entendre la première communication donc, qui est présentée par, je dis tout juste un mot, Catherine Groux, qui est donc professeur à l'école d'architecture de Lille, chercheur au laboratoire LAT, j'ai toujours un doute sur le laboratoire, qui est auteur de plusieurs livres, Le tramway de Strasbourg et Art en milieu urbain, ainsi que de l'expérience du partage de l'espace. C'est ça l'horizon du sujet. Voilà. Et qui travaille depuis très longtemps à partir quelque part du travail par exemple de Erwin Strauss et la relation avec d'autres domaines, notamment l'espace public et le paysage.
Micheline Lelièvre, qui se présentera certainement mieux que je le fais, a un parcours, comme elle le dit, atypique, parce qu'en effet, je pense qu'elle est habitée par la danse depuis tout de suite, et elle ne l'a pas pratiquée tout de suite, mais effectivement, depuis 1975, elle a elle se consacre à comment, quelque part, cette expression peut traverser d'autres formes d'expérience et de pratique. Et effectivement, depuis longtemps, a aussi une pratique de recherche avec des biologistes ou même avec effectivement Catherine Groult. Donc pour cette présentation qui s'intitule « Expérience du champ d'action, une invitation à partager », je leur laisse la parole. Merci beaucoup, merci pour cette présentation, merci pour cette invitation pour être ici. Je souhaite également remercier Sylvie Salle qui en fait est à l'origine de la proposition que nous avons faite, puisqu'elle nous avait proposé de participer à un programme de recherche national sur la ville souterraine et son habitabilité, et elle nous avait proposé toutes les deux de travailler à l'intérieur de ce groupe sur connaissant les travaux que nous faisions sur la spatialité. Et donc c'est à partir de ce contexte que nous sommes ici, nous allons en fait faire un peu écho à ce qui a été fait à ce moment-là. Notre proposition donc s'intitule « Expérience du champ d'action, une invitation à partager ». Et à la lecture de notre proposition, les membres du comité scientifique nous ont demandé de surtout mettre l'accent sur le croisement, c'est-à-dire sur cette réciprocité entre la recherche et l'expérience. Et c'est quelque chose qui évidemment nous tient, d'autant plus que nous avions écrit que nous engageons la recherche en la situant. Donc là, cette question, évidemment, est cruciale. Et c'est une des raisons pour laquelle, lorsqu'on a reçu les commentaires, nous nous sommes demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire aujourd'hui comme intervention. Et on n'a pas souhaité faire une intervention théorique. La première chose que nous nous sommes dites, qu'est-ce que nous allons partager avec les participants, qu'est-ce que nous allons leur faire vivre, qui puisse leur donner au moins un tout petit peu le goût, l'idée de la manière dont nous partageons des informations, dont nous pratiquons nos expériences. Et est-ce que déjà, la première chose, tu pourrais répondre à la question, pour toi, ce serait quoi notre partage ? En premier, je souhaiterais, je dirais, être situé. Alors, être situé, tout le monde comprend ce que c'est, mais pour toi, qu'est-ce que ça veut dire être situé ? En précisant, ça pourrait être une présence là. Alors, une présence, c'est exactement ce sur quoi un artiste chorégraphique va travailler. Alors, pour vous rendre ça concret, je vais vous proposer une expérience assez simple. Donc, je vais vous demander de poser tout ce que vous avez dans les mains. Et puis, de poser bien vos deux pieds au sol. Et puis d'observer la manière dont vous êtes assis. Il y a des personnes qui seront assises adossées, il y en a qui seront plutôt sur leurs ischions penchés en avant. Moi, personnellement, ça m'est égal, hein. C'est juste histoire de voir comment vous êtes présent à votre propre corps. Donc, quel contact avez-vous avec vos vêtements, avec le dossier, avec le sol? Est-ce que votre regard est détendu ? Est-ce que vous avalez de la salive? Est-ce que vous avez plutôt chaud, plutôt froid? Êtes-vous sensible aux odeurs? Y en a-t-il d'ailleurs? Comment percevez-vous les sons autour de vous? Est-ce qu'ils sont un peu mat? Est-ce qu'ils vibrent? Est-ce que, je ne sais pas, chacun a des perceptions en fonction de son imaginaire, des perceptions différentes. Quelle est la couleur de l'environnement? Et comment vous sentez-vous dans votre corps, dans votre respiration par rapport à cette pièce? Donc Catherine, qu'est-ce que tu peux dire déjà de cette toute première expérience? Ce qui nous intéresse, c'est évidemment quelque chose qui semble assez simple, interroge tout de suite notre corporéité, notre rapport au monde, comment on se constitue, comment on est à la fois présent ou pas à soi-même, et en même temps à tout ce qui nous entoure, et ce de manière polysensorielle.
C'est quelque chose qui, lorsqu'on est présent à soi-même, peut devenir assez merveilleux d'ailleurs. Et puis en écoutant ta question tout à l'heure sur être situé, je me suis rappelé aussi autre chose, c'est-à-dire je me suis rappelé qu'on était dans ce palais de Chaillot, et puis comment est-ce que j'y étais venue, et donc sa situation, sa présence, et puis la scène en contrebas. Alors ça veut dire que l'endroit où nous nous trouvons maintenant est la résultante du trajet que nous avons fait pour venir ici. Alors je vais vous demander mentalement de refaire le trajet depuis l'entrée, quand vous avez descendu les premiers escaliers pour arriver dans l'entrée du lieu, et le trajet que vous avez fait pour arriver jusqu'à cette salle. Est-ce que vous vous souvenez de comment vous étiez dans votre corps? Est-ce que les marches vous ont encombré? Est-ce que des couleurs vous ont frappé? Est-ce que des lumières ont eu de l'importance pour vous? Donc on refait tout le trajet. Est-ce que c'était difficile d'ouvrir la porte? Est-ce que le siège était facile à ouvrir? Comment vous êtes-vous posé dans votre siège? Donc la manière dont vous êtes maintenant est la résultante de comment vous êtes entré dans le lieu. Qu'est-ce que tu dirais de ça, Catherine? Premier point, c'est cet élargissement qui nous intéresse, c'est-à-dire être situé, être présent. On est à la fois la salle et puis il y a un avant. Cet avant qui nous donne également des éléments par rapport à notre anticipation motrice et qui fait qu'en vous demandant de repenser à ce trajet auquel vous n'avez pas forcément pensé lorsque vous l'avez fait, il y a à ce moment-là quelque chose qui nous intéresse, c'est de mettre la différence entre relier un point A à un point B ou éprouver un chemin. Et éprouver un chemin, donc c'est être absolument présent sur cette totalité, dans cette relation temporelle qui concerne également le champ d'action. Donc ça, c'est un élément, et soudain, à ce moment-là aussi, on peut se dire que l'auditorium dans lequel nous sommes va prendre une autre qualité de présence et peut-être aussi notre relation avec autrui. Alors, je ne sais pas comment vous êtes imaginé votre entrée depuis le haut des marches jusqu'ici, mais peut-être pour certains d'entre vous, peut-être pour la plupart, vous êtes concentré sur ma consigne, c'est-à-dire vous-même en train de vous déplacer, et peut-être vous n'avez pas pensé qu'il y avait les autres. En tous les cas, moi, si je le fais, je sais, je ne vais pas penser aux autres. Je vais d'abord essayer de me souvenir combien de marches j'ai descendu. Et donc, est-ce qu'on pourrait refaire mentalement ce trajet en essayant de se souvenir de comment on était et où étaient les autres le long de ce trajet? Est-ce qu'il y en avait beaucoup? Vous n'êtes pas arrivés tous en même temps? Est-ce qu'il y en avait qui avaient des positions peut-être étranges que vous avez remarquées ou des positions particulières? Donc, on a refait ce trajet mentalement avec les autres. Peut-être ça a changé un petit peu aussi la perception que vous avez dans cette pièce. Peut-être vous pouvez aussi vous regardez un petit peu, vous tournez pour voir où sont les autres dans la pièce. Peut-être ceux qui sont devant ne voient pas forcément l'ensemble de la salle. Il y a même des gens perchés tout là-haut. Est-ce qu'on va se sentir différent parce qu'on est englobé, accompagné de tout le monde? Catherine, qu'est-ce que tu nous dirais ? Donc nous avons une autre sans doute qualité spatiale de notre présence ici dans l'auditorium, mais aussi de l'avant, voire peut-être même des absents. Peut-être que nous sommes accompagnés d'absents dans cette salle maintenant. Et entre autres, par exemple, les personnes que vous avez croisées qui ne venaient pas forcément toutes ici au colloque. Et ces personnes, à ce moment-là, n'avaient pas la même relation au temps et à l'espace. Alors peut-être justement, vous pourriez repenser à quelqu'un que vous avez remarqué ou croisé, qui serait quelqu'un qui ne serait pas venu au colloque. Si vous vous imaginez vous mettre à la place de cette personne, par exemple un monsieur de la sécurité, ou quelqu'un qui était derrière le mini-buffet, si vous vous mettez mentalement à cet endroit-là, quelle perception de l'espace avez-vous ?
Est-ce que vous vous imaginez les lieux de la même manière? Est-ce que votre corps serait dans le même état si vous étiez obligé de rester immobile à un certain endroit, avec une perception particulière de l'espace et une vigilance particulière aux autres? Qu'est-ce que ça change pour vous? Voilà, d'autres éléments viennent au sujet de l'éprouvé, au sujet de la dilatation temps-espace, comment nous sommes reliés aux autres, mais également comment nous-mêmes nous nous présentons aux autres et comment on s'oriente, comment il y a une orientation plus ou moins rapide, pressée, comment il y a quelque chose qui est avec un dos ou est-ce qu'on est uniquement avec une face. On vous présente ça aussi parce que par rapport à la recherche que nous avons développée avec la ville souterraine, a émergé à un moment donné l'importance extrêmement grande des parois. Ce qui fait qu'on avait envie de l'interroger aussi ici, et donc il fallait trouver une solution, non pas vous emmener dans la ville souterraine, mais trouver autre chose. Alors, comme nous sommes dans une salle de conférence, qui a des parois d'ailleurs, et qu'on ne peut pas vous emmener dans la ville souterraine, on a imaginé de vous faire vivre une autre expérience, toujours par l'imaginaire, et peut-être tu parleras aussi de l'importance de l'imaginaire dans ce type de travail. Vous allez vous imaginer un trajet qui vous est familier. Vous allez d'un point A à un point B, un trajet que vous faites tous les jours ou très très souvent, enfin en tous les cas pour lequel ce n'est pas un problème de vous faire une imagination. Donc vous faites mentalement ce trajet comme vous le faites d'habitude, et puis maintenant vous allez rajouter à ce trajet des parois très proches, un plafond très bas, et vous allez imaginer que vous refaites ce trajet entre ces parois. Celle du dessous, celle des côtés, celle du dessus. Est-ce que vous vous sentiriez différent? Est-ce que vous avez un autre imaginaire? Est-ce que c'est le même état de corps? Alors par état de corps, ce qu'on appelle l'état de corps, c'est comment on se sent, dans quel état on se sent. Vous avez refait ce trajet, donc on a eu deux versions. On a eu la version normale, celle qui vous est coutumière. On a la version où on est très serré, contraint. Et puis maintenant, vous allez refaire le même trajet et vous allez vous imaginer qu'en fait, ce trajet se fait au bord de la mer. Et que vous aimez bien la mer et qu'il fait beau. Et peut-être ce serait les vacances ou un moment, en tous les cas, qui vous est agréable et confortable. Est-ce que la perception ou l'imaginaire que vous avez de ce trajet a changé? Est-ce que vous vous sentez différemment dans votre corps si vous pensez que vous êtes au bord de la mer? Est-ce que vous respirez différemment? Est-ce que vous déglutissez de la même manière? Est-ce que vos yeux sont plus tendus, moins tendus? Est-ce que vos pieds reposent de la même manière au sol? L'imagination, elle est importante et on souhaite évidemment la convoquer puisqu'elle va... vous avez sans doute fait appel à votre mémoire corporelle et cette mémoire corporelle est extrêmement importante aussi dans notre relation au monde et à autrui. Et avec les successions comme ça de propositions que nous avons faites, vous avez sans doute envisagé l'importance de la constitution de ce qui nous entoure et donc le construit. Qu'est-ce qui se passe avec le construit et la relation avec le paysage nous semble importante. Par l'imaginaire, le basculement évidemment est assez fort, mais entre le contraint et l'espace très ouvert du paysage maritime, à ce moment-là, on peut se poser une question. Y a-t-il eu pour vous une transformation dans la relation entre le proche et le lointain? Est-ce que le proche était relié au lointain? Est-ce que vous étiez encore dans quelque chose de l'ordre de cette dilatation, le chemin, la différence de la connexion? C'est une première question. Et puis la deuxième serait au niveau du fait que dans la constitution de l'espace, et selon que l'on est contraint, ou au contraire que nous sommes placés dans l'élargissement de l'horizon et d'une sorte d'appel, notre champ d'action sera plus ou moins limité. Et s'il est plus ou moins limité également, notre relation à autrui sera différente, puisque c'est dans l'espace intermédiaire que nous rencontrons autrui. Et à ce sujet, justement,
On va vous proposer bien sûr une petite expérience. Vous allez refaire le trajet qui vous est familier. Vous le choisissez dans le mode qui vous convient, soit ce qui vous est coutumier, soit vous êtes au bord de la mer, soit vous êtes très contraint, mais vous allez rajouter autrui dans ce trajet. Si vous imaginez d'autres personnes le long de ce trajet, si vous croisez d'autres personnes qui viennent en face, qui vous accompagnent, avec qui vous parlez, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Est-ce que vous percevez l'espace différemment ? Est-ce que vous avez des perceptions de votre corps différentes dans ces cas-là ? Merci. Comment relier cela à la recherche, cette réciprocité, expérience et recherche ? Nous avons voulu mettre l'accent sur 5 points. Le premier qui est le besoin d'expérience. Et l'expérience pour nous est une méthode qui, avec sa simplicité que nous revendiquons, se fait au sein d'un processus pour se situer, pour être présent, pour être avec et pour se débarrasser de ses a priori ou de ses habitudes. En 2, nous souhaitons que les expériences situées concernent en même temps le chercheur, le milieu, la recherche et les commanditaires. C'est-à-dire, il s'agit de décloisonner, de croiser par une expérience qui doit avoir lieu in situ. En 3, ce que l'expérience fait à la recherche, j'ai envie de dire tout d'abord, assumer pleinement ce qu'est l'être vivant. Et ainsi ne pas contourner ce qui se passe pour moi, puis ce qui se passe entre le pour moi, donc la certitude sensorielle de Strauss, en un commun qui nécessite des protocoles, des moments, des discussions à plusieurs, des dessins et de l'écriture. Cela nous a permis de comprendre autrement l'importance du chemin, du champ d'action tel qu'il est défini par Strauss, dans l'unité sentir, se mouvoir, avec l'orientation, le devenir et le temps, être dans le monde et avec autrui. Il y a donc une part politique. En 4, ensuite partager ce qui nous arrive avec aussi de l'indicible et dire que ça n'est pas définitif. En 5, ce ne sont pas des résultats avec des données enregistrables, mais plutôt des propositions pour la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, qui impliquent en retour encore une fois une expérience. Celle-ci correspond pour nous à une manière d'interroger le milieu et notre solidarité au milieu. Pour conclure, pour nous, une restitution sans expérience manque l'essentiel. En même temps, il y a toujours un manque. Par exemple, l'éprouver quand on lit un rapport. L'incarnation, le sujet est absent, abstrait ou quantifié. L'imagination, on se l'interdit comme non scientifique. L'invisible, qui habite le visible, on considérerait plutôt l'apparent et non pas l'apparaître. Un commun qui n'est jamais acquis, la différence. Aujourd'hui, dans notre intervention, un manque concerne les échanges avec les autres membres du programme de recherche, comment nous avons fait émerger des éléments partagés concernant le construit et son expérience. Et nous l'assumons. Et pour toi ? Alors pour moi, ce qui manque toujours, évidemment, c'est la partie vécue. C'est très très difficile. C'est une question qui se pose dans chaque expérience que je mène. Dans la restitution, il manque cet aspect vécu concret. Et c'était un peu une chance aujourd'hui de pouvoir partager des toutes petites choses, juste pour vous donner le goût, mais partager des toutes petites choses pour partager un commun avec vous sur ce que ça pourrait être d'aller plus loin dans ces expériences. Et d'ailleurs, pour partager avec vous un dernier point, je vous demanderai de refaire mentalement le trajet depuis l'entrée jusqu'ici et voir si, après ces 20 minutes ensemble, vous avez un peu d'autres perceptions, parce que le temps a passé, ou parce qu'on a parlé de choses et d'autres, ou qu'on a expérimenté 2-3 respirations, ou 2-3 imaginaires différents. Donc on redescend les marches, on arrive en bas, on ouvre la porte. On vient s'asseoir, et comment sommes-nous assis ? Comment respirons-nous dans cette position que nous avons choisie pour nous asseoir ? Je vous remercie. Merci à vous.
Je ne sais pas si vous m'entendez, oui. Catherine et Micheline, merci beaucoup. Peut-être brièvement, avant de passer à l'autre présentation, et bien évidemment aux questions de la salle, merci beaucoup Antonella. Je voudrais revenir pour le coup sur l'expérience que vous nous avez proposée, et notamment sur l'écriture de l'expérience que vous nous avez proposée. Est-ce que vous avez les documents ? Pour aujourd'hui ? Oui, pour aujourd'hui, pour avoir moi, les étapes que j'ai notées, si vous préférez, elles sont... Il y a une première étape qui est plutôt une série presque d'injonctions, en tout cas où vous demandez à la salle de poser les pieds au sol, etc. Je reviens en fait sur l'expérience et essayer de voir comment l'objet que vous nous avez proposé, comment est-ce qu'il questionne le rapport au corps et à l'espace, tel que nous l'avons vécu. Hein. C'est ça, ce sur quoi... Et donc, il y a eu effectivement plusieurs étapes que moi, j'ai notées. J'en ai noté 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que, quand vous avez construit cette expérience-là, effectivement, il y en avait 5 ? En fait, je m'interroge sur l'écriture même du projet que vous nous avez proposé, de la performance que vous êtes en train de faire, et si vous pouvez nous... Voilà, tout à fait. Nous, en fait, on a travaillé exactement comme on a fait là. On a dialogué. J'ai demandé exactement comme j'ai fait. Catherine, ça veut dire quoi pour toi être située ? Elle m'a dit, moi c'est ça, et j'ai répondu, et moi c'est la présence. Alors comment je vais faire pour la présence ? Et on a avancé comme ça. On est allé assez vite finalement. Le plus long, c'était de répéter en fait. Et donc vous avez répété avant, en fait, un peu. C'est comme une performance, en fait, puisque c'est un dialogue. J'essaye de rentrer, oui, me mettre de l'autre côté, quoi, en fait, puisque je dirais l'expérience de l'expérience, c'est-à-dire de savoir quelle expérience vous avez vécue ensemble et comment effectivement ça s'est construit et comment vous l'avez écrit finalement ensemble, la proposition que vous avez faite aujourd'hui. Voilà, on travaille toujours de cette manière-là, mais là on l'a mise en forme avec un temps déterminé, c'est ça qui donne le côté performance. Hein. D'accord. Sinon on peut y passer du temps. D'accord. Mais c'est aussi, comme on parlait tout à l'heure de cet écoulement, c'est-à-dire qu'il y a une relation d'un avant et un après. C'est sûr que on voulait aussi, d'une certaine manière, vous transmettre une partie des résultats, mais une partie d'eux, sans vous dire, on va vous donner des résultats, parce qu'en fait, justement, nous ne souhaitons pas le faire, parce qu'on perd ce que c'est. Donc ça a quand même été énormément informé sur, on se retrouve dans un auditorium, on interroge le construit, on interroge ce qui se passe, et nous, par rapport à notre expérience de la ville souterraine, comment est-ce que les deux peuvent faire sens ? Et faire sens pour vous, sachant que vous venez tous de milieux différents. Alors, la deuxième intervention est proposée par Cristina Palmese, qui est architecte, docteur en architecture, et José Luis Carles, qui est compositeur et docteur en écologie. Donc, ils travaillent ensemble sur les expériences qui mettent en évidence les relations de l'homme à leur milieu et tout particulièrement sur ce qu'on appelle le paysage polysensoriel. Ils ont participé à de nombreuses recherches, notamment les implications spatio-temporelles de la création musicale ou encore un projet intitulé Metabody. Mais là, ils nous parleront alors de quelque chose que je traduis peut-être d'une manière un tout petit peu différente. Donc, au lieu de la dimension audiovisuelle de l'architecture, je pense que c'est la dimension quelque part sonore et visuelle de l'architecture. Hein, et voilà. Et donc, nous allons vous écouter. Merci beaucoup. Et voir surtout, vivre une autre expérience. Je suis heureuse d'être ici et de parler de notre recherche. Et je vais commencer avec cette question. Musil, dans son œuvre importante, L'homme sans qualité, se pose la question, l'homme veut savoir la vérité
Il est devenu scientifique. Et si l'homme veut travailler avec son imagination, il devient artiste. Mais nous devons être, si nous voulons quelque chose d'entre les deux, eh bien, la question reste posée aujourd'hui. L'un des clichés de notre époque, c'est le fait de dire que nous vivons dans une civilisation de l'image. Selon ce cliché, nous vivons dans un environnement sujet au pouvoir de l'image, où il y a l'attention des théoriciens, des chercheurs, des concepteurs et des urbanistes qui mettent l'accent principalement sur la perception visuelle. Dans une culture où le visuel est le sens principal, nous ne faisons quasiment pas attention à l'expérience auditive. C'est une dimension environnementale qui est peu connue par rapport à ses qualités esthétiques et sensorielles. Toutefois, l'expérience du son a commencé, dans les dernières décennies, à devenir un outil multidisciplinaire important pour approfondir la connaissance de l'expérience sensorielle quotidienne et une source importante d'informations dans de nombreux domaines d'études tels que l'anthropologie, l'architecture, le paysage, l'écologie, l'histoire, l'art contemporain, etc. Les disciplines architectoniques est fondée sur, traditionnellement sur les critères de la durabilité et de la stabilité, avec ses caractéristiques spécifiques qui priorisent la perception visuelle et ses moyens d'expression, qui sont fondamentalement graphiques. La conception en tant que représentation symbolique et métrique se réfère aux facteurs visuels. Ces fondamentaux, qui sont restés inchangés pendant des siècles, tombent en pièces maintenant et de nouvelles demandes émergent, de nouveaux besoins émergent. Non seulement il faut prendre la relation entre l'espace et les aspects temporels, mais aussi prendre en compte la dimension sonore et en général la complexité perceptuelle de notre corps. Les habitants doivent se poser une question avec un seul sens à l'esprit, c'est-à-dire la vision. L'espace est le résultat de perceptions multisensorielles qui modifient les caractéristiques physiques grâce à d'autres sens, autres que la vue. L'architecture en tant que discipline est dédiée à la poursuite de caractéristiques de la culture occidentale. La valeur de la connaissance objective, par opposition à la subjective, et la prévalence de la vision sur les autres sens. Le concept de l'espace architectural a toujours été modifié et ouvert aux autres catégories. L'espace architectural peut être un espace transparent, un espace flottant, un espace, sans lieu, un espace phénoménologique ou un cyberespace. Il faut se réapproprier l'espace à travers cette découverte de l'amplification de nos propres potentiels sensoriels. Nos perceptions sont soumises à la géométrie et à l'observation géométrique simplifiée qui permet un meilleur contrôle par des moyens de conception prototypique et de contrôle avec nos interactions, avec notre environnement et notre désir dans certains corps
solide. Nous sommes prêts à méditer et de soumettre nos esprits à un processus de laboratoire, la récréation de l'environnement avec notre corps, ouvrir notre esprit à de nouvelles perceptions et de nouvelles fonctions. Nous essayons un nouvel espace-temps qui transforme l'espace enclos classique en un espace territorial ouvert. Nous proposons d'approcher les contributions, de prendre en compte les contributions techniques développées à partir de diverses disciplines, incluses dans la physique, l'architecture, la musique électronique, l'audiovisuel, etc. Le mouvement, le son, la lumière sont des éléments qui qualifient l'espace de perception, mais il n'y a pas de méthode prouvée dans le domaine architectural. Il est de plus en plus nécessaire d'établir un champ interdisciplinaire où le développement pourrait lier les dimensions qualitatives et quantitatives. Ces méthodes doivent prendre en compte différents aspects comme la perception du site, la représentation sociale et la gestion urbaine et le développement technique lié au contrôle des paramètres sensoriels. Notre travail en cours est un dialogue continuel entre les langues audiovisuelles et les situations quotidiennes, tenter de capturer le caractère de l'endroit, l'identité. C'est un travail sur la qualité sensorielle de l'espace urbain, basé sur l'intégration de différents aspects sensoriels de la vie quotidienne, prenant en compte le développement de la perception et de la représentation que les gens ont d'eux-mêmes. Un processus expérimental a été pris en place dans la ville de Cuenca pour développer et analyser les procédures pour avoir une meilleure compréhension théorique du son et de la dimension audiovisuelle de la ville. Cette expérience est une procédure. Cette expérience est une procédure qui va du général au spécifique en utilisant diverses techniques et stratégies pour collecter les données, pour recueillir les données. Nous utilisons le langage cinématographique pour analyser et représenter. Désolé pour la qualité de mon anglais, dit l'oratrice. Nous avons commencé notre recherche dans cette ville avec beaucoup d'équipes et nous avons trouvé une méthode différente pour représenter la ville. Le storyboard, ici, représente le monde des individus, des gens, les caractéristiques spécifiques pour noter les diverses relations physiques entre les individus
les divers individus. En fait, pour notre expérience, nous avons utilisé la vidéo comme format de recréation et d'analyse. L'espace que nous avons sélectionné pour entreprendre cette expérience, c'était sur le pont de San Pablo à Cuenca. Cette expérience spécifique venait à la fin d'une longue recherche menée de diverses manières dans le monde numérique et physique pour pouvoir interagir avec les gens. Finalement, nous avons mené cette expérience. Nous avons assigné une personne à chaque étape avec une unité métrique pour aller tout au long de ce pont à des intervalles de 10 mètres. Avec la caméra vidéo, nous avons ensuite pris un film à 360 degrés à chaque intervalle de 10 mètres. Nous avons ensuite chaque prise de vue nous a permis d'obtenir des informations dans les conditions de l'environnement total. La répétition du tournage dans différents endroits nous a aidés à collecter de l'information relative aux changements dans l'espace et le temps. L'espace est devenu un composant des expériences à différents moments de la perception. Dans l'analyse de la vidéo, c'était un point important à étudier, c'était les variations de l'environnement. Et il y a un autre niveau de représentation et de communication. Nous utilisons les enregistrements audiovisuels comme une base d'expérience audiovisuelle ou de recréation. Et nous utilisons la virtualité comme un outil pour étudier la réalité. This is the result of our experiment. De que por las noches gritaba y que todo esto era la voz. Como verás aquí hay un eco enorme, se escuchaba siempre el sonido del llanto. ¡Hola! No, pero el eco lo devuelven las rocas esas de... Estás como en otro mundo. Cuando llego a un lugar, lo veo de distinta manera según me siento ese día. Me he levantado pues un poco preocupada, a lo mejor oigo el sonido de los pájaros y no se me da sensación de alivio. Siempre con eco. No solo... Bon, c'est un petit résultat de cette méthodologie. Comme résumé, seulement je vais ajouter que cette démarche s'est intéressée à développer une nouvelle rhétorique, une poétique de l'architecture basée sur la reconnaissance de cette importance de la subjectivité, des aspects sensoriels, des aspects sensibles, en utilisant les valorations de la population
des citoyens. Et pour ça, nous travaillons, comme a expliqué Christina, nous travaillons dans une méthodologie pluridisciplinaire avec l'intégration de procédures mixtes de l'art, de la science, de la création et de la recherche, du quantitatif et du qualitatif, de l'objectivité et la subjectivité. C'est important pour nous développer cette nouvelle conception de l'espace construit sur cette expérience sensible du corps. Nous pensons que l'architecture a une grosse responsabilité historique dans la construction, pas seulement de l'espace, mais c'est plus important dans la construction d'une manière perceptive dans laquelle nous sommes installés depuis le Renaissance, depuis les pensées philosophiques de la Grèce antique, qui a créé cette ségrégation entre le rationnel et le sensible, et qui a créé cette machine de percevoir que c'est l'homme actuel. Depuis la Renaissance, nous avons appris à construire l'espace d'une manière concrète, basée dans la perspective, basée sur les contrôles du visuel et sur les autres sens. Et nous pensons que c'est aussi un moment très intéressant pour mettre en discussion ce système perceptif et plus que demander à l'espace, nous devrons nous demander à nous-mêmes comment est notre manière d'approcher aux connaissances, d'approche au territoire. Alors, cette organisation des territoires classique, nous pensons qu'on peut trouver des manières de demander et de penser l'espace d'une manière basée sur le sensible. Nous avons trouvé dans l'analyse sonore, dans l'élément sonore, une manière différente d'approcher l'espace. Le sonore nous introduit dans les scénarios et rompt un peu cette distance du paysage du Renaissance. Il permet de penser l'espace d'une autre manière et c'est pour ça que nous sommes intéressés à intégrer les éléments sensibles, pas seulement les visuels, les sonores, l'olfatif, les tactiles et d'une manière aussi rompre cette division des sens qui aussi c'est en artificialité qui vient du monde classique. Alors c'est un peu notre proposition, cette nouvelle rhétorique, cette responsabilité de l'architecture, pas seulement dans la construction, mais aussi sur cette construction sensorielle, cette construction mentale, et c'est pour ça que nous sommes ouvertes à des collaborations entre différentes professionnels, différentes manières de s'approcher à la réalité en interchangeant les connaissances de l'art, de la science, aussi de la technologie. La technologie, c'est aussi important pour nous car nous permettrait, comme a montré Christina, cette possibilité de travailler dans les expériences artistiques qui permettent de créer cette virtualité. Alors, travailler cette intégration entre le réel et le virtuel nous permet de nous demander sur comment est notre perception de l'espace et comme en continuant un peu ce qu'on a parlé dans la conférence antérieure, cette idée de demander à l'espace, de nous demander comment nous percevons l'espace. C'est là où nous pouvons trouver des réponses pour créer cette nouvelle rhétorique, cette nouvelle poétique pour l'architecture. Merci, nous sommes ouverts à... I want to show, I don't know, a petit film
but sí. En instantáneo on the C'est un travail sur la représentation de la vie quotidienne. En ce cas, c'est sur la ville de Madrid et de Napoli. Nous travaillons un peu avec les méthodologies et le travail des avant-gardes du cinéma qui ont créé aussi de nouvelles manières de perception, de représentation de la réalité et qui ont travaillé sur l'édition sonore, sur l'édition audiovisuelle. Et ça, c'est pour nous un important élément de référence pour ce travail de représentation pour l'architecture. Merci. Merci beaucoup. Juste dans la prolongation de la présentation précédente, peut-être que vous pouvez... Dans le travail de recherche que vous faites sur notamment la question de restitution à travers le film, au fond, d'expériences dans la ville, où la question du son est bien évidemment très présente. La question de la restitution, justement, de ce que peut vivre mentalement, finalement, en termes aussi de production d'images, que l'on peut faire lorsque on est au contact de sons dans la ville. On vit chacun d'une manière intime ces arrivées de sons dans la tête, et ça produit un certain nombre d'images. La question de la restitution de cette expérience-là, comment vous l'appréhendez, et est-ce qu'elle est appréhendable d'ailleurs? Oui, ça c'est une question très importante, car
Et nous avons trouvé que dans la ville, il y a des expériences sensibles qui mettent en contact les perceptions des citoyens, les perceptions quotidiennes, avec différents éléments de l'espace, avec la morphologie, avec les matériels et avec aussi avec les éléments de la culture de la ville. Alors, nous trouvons que dans quelques coins, on répète en expérience sensible, la gens, dans ces coins, il y a une remémoration culturelle aussi. Il y a un phénomène physique qui se produit avec les sons ou avec le rapport entre son et image. Et ça est construit, comme on a parlé avant, c'est une espèce de chorégraphie. Les corps entrent dans une situation qui est physique, mais qui est aussi mentale. Alors, nous cherchons de trouver quels sont ces effets, des petits effets chorégraphiques qui mettent en rapport la sensorialité avec l'espace. Et Christine, dans sa thèse, a créé une série d'effets qui, après, elle cherche de représenter avec cette méthodologie du cinéma, de l'audiovisuel et aussi du multimédia, des installations, car ce sont les éléments dans lesquels l'artiste travaille sur la perception. Alors, c'est un double parcours entre les quotidiens, le sensoriel du quotidien et la manière de représenter cet effet perceptif utilisant les connaissances des artistes. Alors, c'est un point très intéressant pour nous car il permet de connecter les aspects scientifiques de la perception avec les aspects artistiques de la représentation. Et nous pensons que ça peut être utile aussi pour le travail des architectes, pour les projets urbains, etc. L'impact donc effectivement du cinéma, ou en tout cas du montage, ou du storyboard, du scénario, etc., sur la perception de la ville, a peut-être été, c'est une question bien évidemment impacté, en tout cas par l'arrivée du numérique et des systèmes type GPS qui nous mettent en tant qu'individus dans un rapport à la ville qui a été certainement modifié. Comment vous avez appréhendé cette question ? Oui, car en effet, c'est une mesure du paysage, une mesure qui a de diverses tools, divers éléments techniques les plus quantitatifs, comme le GPS, comme les métrologies, et comme mettre ensemble ces éléments quantitatifs avec cet autre élément qualitatif et sensoriel et artistique. Alors, c'est une unité de mesure des paysages qui combine différents éléments, les éléments plus quantitatifs avec les éléments plus sensoriels. C'est compliqué, mais c'est un peu la manière aussi de mettre en question comment nous représentons la réalité. C'est pour ça aussi que nous intéresse ces questions philosophiques de questionner cette perspective avec laquelle nous construisons l'espace, cette mentalité un peu de Renaissance, de la perspective du paysage traditionnel que nous voulons mettre un peu en discussion. Christina, oui. Désolé de la qualité de la langue, mais dans la première vidéo, la présence d'enfants, c'est comme un signal de la présence, de la mesure, de la mesurabilité. Mais ce n'est pas une idée de la Renaissance, ce n'est pas la mesure, la seule mesure, l'unique mesure possible. Mais de cette manière,
nous avons la relation entre l'humain et l'environnement. Et les 4 images étaient dans la simultanéité. Nous avions des points de vue différents simultanément. Et de cette manière, nous essayons de briser cette vision unique du haut vers le bas, de la gauche vers la droite, de casser cette rigidité, cette manière rigide de penser. Et nous percevons avec tous les sens. Avec ces nouvelles technologies, pas simplement l'ordinateur. C'est une façon rigide de penser. Et depuis que nous sommes enfants, petit à petit, nous restons dans un espace mental extrêmement réduit. Il faut ouvrir cet espace mental. Il faut ouvrir des laboratoires de notre perception. Il faut faire quelque chose. Sortir, pour pouvoir sortir de cette manière de réfléchir et de penser. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, dans une représentation un peu classique des choses, le user, c'est pas très joli. L'individu est au centre de l'expérience. Est-ce qu'il y a une possibilité de sortir de cette proposition classique, c'est-à-dire qu'effectivement de ne pas nécessairement considérer l'individu comme le centre subjectif, on va dire, comme une caméra qui circulerait à l'intérieur de la ville? Oui, je pense que le projet Metabody dans lequel nous sommes maintenant en travaillant, il pose ces questions de comment changer cette manière de s'approcher aux connaissances, de s'approcher à l'espace. Et avec ce projet, nous avons développé aussi des ateliers très intéressants que peut-être on peut poser ici avec les personnes qu'on parlait avant, cette idée de comment le parcours depuis l'entrée jusqu'à arriver à une place, en faisant de nouvelles expériences sensorielles, en cherchant de faire ce parcours à une autre vitesse, en rompant les structures classiques de notre corps, de mouvement, avec le jeu fermé, avec le tact, en faisant des expériences de ce type dans lesquelles nous demandons à nous-mêmes comment est notre perception, comme nous percevons l'espace d'une manière différente et comme expérimenter l'espace dans une autre manière. Il faut imaginer un petit peu le Metabody. Nous utilisons une structure, nous construisons un nouvel espace autour du corps et nous faisons des expériences. Nous avons pu fonctionner avec l'architecture. Avec cette nouvelle structure, nous aussi, nous pensons comme peut-être de l'architecture du futur et comment connecter notre corps avec l'espace de notre manière. Bon, merci. Alors malheureusement, on ne prend pas maintenant des questions. Peut-être on va avoir 5 minutes à la fin pour... voilà, on va enchaîner comme nous sommes déjà en retard. Merci beaucoup. Alors avec la présentation de Jim Nyo, qui est architecte, il enseigne aussi à l'école d'architecture de Paris-La Villette. Il a entrepris un travail de recherche qui se formalise par une thèse sur le travail de Cédric Price. Il a approfondi ses recherches par un séjour au Centre canadien d'architecture. Et s'il est prêt... Oui, voilà. Affichage. C'est bon. Presque prêt. Okay. Il va nous présenter une communication sur l'architecte en conteur, Cédric Price, et le langage de l'expérience.
Merci beaucoup aux examinateurs et puis pour cette introduction et cette opportunité de pouvoir échanger avec vous autour de cette question de l'expérience. Je voudrais faire cette communication en anglais, non pas parce que je suis anglophone à la base, mais parce que le sujet que je vais traiter est anglais. Ceci a plusieurs titres, comme vous le verrez. Et autrement dit, je préfère laisser la soin à l'introduction aux professionnels, que je remercie d'avance. Et j'espère que mes amis et collègues et étudiants français ne vont pas m'en vouloir trop. Voilà. D'accord. En ce qui concerne ma contribution au sujet de discussion de cette matinée, je voudrais me concentrer sur la transmission en fait de l'expérience architecturale par l'oral, par le langage. Même si le langage verbal semble être au cœur même de notre discours, de ce que nous faisons ici dans cet amphi, son importance vis-à-vis de l'architecture n'est que rarement un sujet d'étude en plein droit. Et cela, c'est peut-être parce qu'il y a une hypothèse de longue date qui veut que, comme d'autres pratiques artistiques, la médiation par le langage des sens n'a rien à voir avec cela. C'est-à-dire que pour expérimenter, éprouver l'architecture, il faut y vivre, le toucher, marcher autour, plutôt que de, je cite, en parler. Mais si on déplace notre attention vers la relation entre l'architecture et la société, alors on comprend que le langage joue un rôle clé, surtout en ce qui concerne l'opinion publique et le débat. Surtout lorsqu'on considère que l'architecture, comme le discours, est une pratique éminemment sociale, un processus complexe de dialogue, et ce n'est pas une question intime de l'individu et de son génie. Mais tout dépend bien sûr de comment on utilise le langage et à quelle fin. Par exemple, récemment, dans une polémique, l'architecte britannique David Chipperfield a critiqué la presse britannique pour sa marque choquante qui, en fait, crée un fossé entre l'architecture, l'architecte et la société. Il dit que beaucoup des magazines de la presse britannique s'obsèdent à présenter des petits points d'un immeuble comme étant des problèmes. Chipperfield a mentionné en fait des rapports récemment concernant sa cité, son projet de cité d'architecture à Milan pour un musée qu'il a abandonné en fait en raison de la polémique. Il faut savoir que cette division entre la profession architecturale et la société était déjà en fait au cœur de la Biennale d'architecture de Venise en 2012. Et il avait appelé cela le terrain commun. À l'époque, il avait dit que la profession de l'architecture devait adresser 99,99% du reste du monde avec qui les architectes ne traitent pas. Sinon, les architectes risquent d'être simplement traités de décorateurs urbains. Il faut savoir que les architectes ne sont pas de visionnaires isolés, mais ils travaillent en collaboration ensemble avec des constructeurs, des maîtres d'ouvrage, des clients, les usagers et le public. Il voulait souligner dans le catalogue qu'il voulait mettre l'accent sur les idées partagées. Par exemple, comme dans le discours politique, Common Ground parle de comment on peut arriver à des idées communes comme base de coopération. L'appel de Chipperfield aux architectes consistait à les appeler à montrer davantage d'engagement public et cela se voit
cela, en fait, et il parle de passer de moins d'esthétique et plus d'éthique liée à une exposition de 2000 de Maximiliano Fuksas. Et cette année, on parle des nouvelles du front. Et cela organisé par Alejandro Aravena, le gagnant du prix Pritzker. Pour les architectes, on a l'impression que le fossé entre le public et les architectes s'écroît. Et on a pu voir que, en fait, on essaye de créer un common ground, dit Chipperfield, non seulement au niveau du musée de Milan, mais en fin de compte, en fait, cet appel semblait un retrait. Il faut savoir comment le discours architectural peut s'engager en un meilleur dialogue avec les pratiques et la société et répondre aux besoins changeants de la société. On a commencé à avoir, afin d'avoir de nouvelles réponses, il faut tout d'abord repositionner la culture architecturale, le discours architectural. Après des décennies d'avoir souligné la distance comme étant la base de la critique, aujourd'hui, je crois qu'il faudrait inventer de nouvelles formes de proximité avec et dans la société, et cela afin d'encourager des formes de dialogue et de collaboration plus efficaces. Maintenant, typiquement, je pense que le journalisme architectural joue un rôle critique dans la création de cet avenir. Et donc, typiquement, dans ce discours architectural, le journalisme y joue. Les historiens et critiques de l'architecture ont tendance à traiter les journalistes architecturaux comme étant simplement des personnes qui communiquent des informations et des rapports. Mais il y a d'autres critiques et historiens qui estiment que les architectes, les journalistes en architecture créent des histoires qui impliquent l'interprétation et l'imagination. Alors, comment peut-on considérer ces journalistes de l'architecture comme des conteurs? Est-ce qu'on doit traiter le journaliste de l'architecture moderne comme conteur moderne et qui nous permettrait de voir comment repenser la pratique de l'architecture et de l'urbanisme aujourd'hui? En 1936, Walter Benjamin a écrit un essai, Le Conteur, qui est un point de départ très utile. Il s'est concentré sur l'écrivain russe Nikolai Leskov. Benjamin a parlé justement du déclin de la tradition culturelle orale dans une société qui est saturée d'informations par les médias de masse. Tous les matins, on a des informations qui viennent à travers le monde et nous sommes de plus en plus pauvres en termes d'histoire. Et Benjamin parle de l'expérience, de la mémoire liée au conteur et compare cela au lecteur isolé bourgeois du roman et la personne qui est complètement prise par la lecture des informations. Ici, Benjamin parle des expériences accumulées, le vécu social, et en fait le vécu privé immédiat. On voit un changement radical en fait en raison de cette expérience vécue privée immédiate influencée par les masses médias et accélérée par le traumatisme de la guerre et le développement de l'industrie de l'information. Aujourd'hui, il n'y a aucun événement qui nous arrive sans avoir déjà été expliqué. Benjamin était en conséquence sceptique par rapport à la capacité des médias d'information de partager les expériences avec le même sentiment d'intimité collective
perçu dans la culture orale traditionnelle. En fait, pour Benjamin, il compare cette expérience en fait entre l'arrivée du capitalisme et la presse. Et Benjamin dit, et je cite, si c'était l'intention de la presse de faire en sorte que le public assimile l'information en tant qu'expérience personnelle, alors la presse n'arriverait pas à son objectif. L'objectif est opposé. L'idée est en fait d'isoler des événements afin d'avoir un impact sur le lecteur. Lorsqu'on regarde l'information, sa nouveauté et sa clarté sans lien réel aux actualités contribuent en fait à la configuration même du journal et des pages. En même temps, Benjamin caractérise les journalistes comme en fait des vendeurs de commodités, mais il garde quand même une certaine estime pour le journalisme en termes de lien par rapport à la modernité. Serait-il possible d'imaginer une réconciliation entre le journaliste de l'architecture et le conteur? C'est ce que je voudrais faire aujourd'hui en regardant un acteur qui est peut-être pas très connu en France, mais qui est probablement un des architectes et penseurs les plus importants du XXe siècle, l'architecte britannique Cedric Price. Comme ceci a été dit peu après le décès de Price en 2003, personne n'a changé autant l'architecture avec si peu de ressources que Cedric Price. Ici, vous avez une photo de Cedric Price qui pose pour une photo qui vise en fait à faire la pub de l'échange, comme il avait qualifié, parce qu'il préférait en fait parler d'échange plutôt que d'enseignement lorsqu'il parlait de l'enseignement. Ici, vous avez un projet d'un palais, Fun Palace, qui n'a jamais vu le jour. C'était un de ces projets qui a beaucoup influencé toute une génération d'architectes des années 60 et au-delà. Cedric Price était un journaliste de l'architecture très respecté, un critique, un orateur, un chercheur. Il a en fait participé au discours architectural, non seulement dans ce qu'il écrivait, dans ce qu'il disait, mais également dans la proximité qu'il a développée auprès de ses lecteurs et son public, en soulignant le process et le dialogue, ce qu'il va appeler plus précisément le dialogue continu. Le public de Price est devenu un participant actif et un partie prenante de sa coopérative de construction. Price utilisait en fait les cassettes d'enregistrement, ici un enregistrement avec un de ses clients. Il utilisait les enregistrements pour enregistrer ses pensées, mais pour échanger des pensées avec d'autres, un genre de mail vocal portable. Ici, je voudrais regarder les activités de Price en tant que journaliste et à mon avis, cela représente en fait une forme moderne de la culture traditionnelle orale. Ici, vous avez l'approche dialogique de Price. Son premier engagement avec les médias de masse en 1960, lorsqu'il a créé son cabinet d'architecture, on lui a demandé de créer une série sur l'architecture pour la télé. Il a continué à travailler pour différentes sociétés télévisuelles et des radios, y compris la BBC, pendant des années. Il faisait un programme sur l'architecture. Il faut savoir que dès le début, Price parlait avec des voix multiples. Il était très touché par l'aspect immédiat du mot. Donc le son, l'histoire de temps étaient extrêmement liés. Ceci était très important également du point de vue symbolique, parce que pour les
esthétique d'artistes pop, ceci en fait était un symbole de l'âge électronique post-guerre. Ici, vous avez Marshall McLuhan qui a eu une grande influence sur Price. Price a utilisé ces concepts, par exemple la distinction entre les médias chauds et froids, les médias froids étant plus participatifs dans l'utilisation et leur fonctionnalité. Il faut savoir que McLuhan était également professeur d'anglais et professeur de littérature. Il parlait de l'écriture de façon où l'écrivain et l'auteur étaient en fait en équipe. McLuhan disait que toute la tendance de la communication moderne, que ce soit au niveau de la presse, la publicité ou de l'art, consistait à avoir une participation dans le processus plutôt que de parler de l'appréhension de concepts. Autre source d'inspiration de Price, l'écrivain victorien Charles Dickens. Tout le monde connaissait l'amour de Dickens, l'amour de Price pour Dickens. Mais ceci, en ce qui concerne Price, ce qui intéressait Price par rapport à Dickens, c'était le fait que Dickens, à 19, avait était devenu journaliste parlementaire. Il a publié ses premiers textes sous forme de dessins politiques. Mais c'est seulement plus tard que les romans de Dickens ont été publiés sous forme de romans. Pendant beaucoup d'années, Dickens, en fait, publiait ses romans sous forme de feuilletons ou séries, si vous voulez. Il y avait ils étaient publiés de façon hebdomadaire, chapitre par chapitre, et il tenait compte en fait des commentaires de ses lecteurs. Et en fait, il essayait d'être au plus proche de la vie de ses lecteurs. Il générait une anticipation pour chaque épisode, chaque chapitre suivant, et cela faisait partie de la vie au quotidien des lecteurs. Et c'est pour cela que Dickens considérait ses romans et les publiait sous forme de chapitres hebdomadaires. Price, dans son travail pour la télévision, pour la radio, dans ses conférences publiques, dans ses articles, sous forme d'éditorial, voire d'articles dans des magazines et revues spécialisées sur l'architecture. Il a en fait continué cette activité jusqu'à la fin des années 90. Cet article est en fait un article répétitif et cela est le résultat de l'industrie journalistique post-guerre. Vous savez, au début du 19e siècle, lorsqu'on a vu la naissance des informations commerciales et les romans publiés de façon hebdomadaire, chapitre par chapitre de Dickens, faisaient aussi partie de ce qu'on appelle l'infotainment, en fait, de l'information qui divertit en même temps. Il y a eu cette publication d'articles qui prenait un peu la forme de feuilletons presque. Vous savez qu'au début du 19e siècle, il y avait donc des articles sous forme de colonnes au début du 20e siècle, publiés par le Daily Express, et c'était le Hickey's Column. Cette colonne, cet article, en fait, était publié de façon anonyme par Tom Dreyer, qui est devenu membre du Parlement travailliste plus tard. Et en fait, c'est un des supporters et collaborateurs principaux du projet Fun Palace de Cedric Price au cours des années 60. Et ici, les éditorialistes avaient de la place dans les journaux. Et en fait, cet éditorial, en fait, de Triber était vraiment un élément qui permettait une certaine polémique et la publication d'articles qui devenaient vraiment le symbole même des années 60 et du journalisme des années 60.
Il faut savoir que Hickey's Column a été publié pendant 25 ans. Ici, vous voyez un article appelé l'extension Heinz. Et il faut savoir qu'à l'époque, c'était un tabloïd architectural qui, en fait, a été publié avec des dessins. Le titre de cet article, Heinz Extension, est probablement lié à un article publié par McLuhan. Sachant l'amour de Price pour les jeux de mots, ce titre, Heinz Extension, en fait, montre comment Price continue à participer à, en fait, l'éducation, l'enseignement dans ces Extension Lectures en anglais. Ici, en fait, vous aviez des étudiants, voire même des retraités qui ne pouvaient pas accéder à l'université en raison de leur position sociale, leur manque financier. Et donc, en fait, Price voulait promouvoir cette culture en ayant une relation plus proche de la société, en essayant de remettre l'architecture dans une société plus démocratique. Ceci était lié, bien sûr, aux réformes du système d'état de bien-être britannique à l'époque. Et en fait, il essayait de réintégrer la société dans la discipline architecturale. Price, en fait, a fait des montages, différents types d'écriture, des lettres, des commentaires, des anecdotes. Il faisait appel aux jeux de mots et cela se voyait exactement au niveau des titres de ces articles. Starting Price, c'est avec son nom, Price, ou Priceless, des listes de prix, jeux de mots encore une fois. Et là, je voudrais me concentrer sur deux éléments littéraires. Je vais commencer avec l'anecdote, très brièvement. Il faut savoir que les articles de Price sont pleins d'anecdotes. Mais pourquoi ces anecdotes? Eh bien, parce que ces anecdotes sont des petites histoires d'un événement amusant, intéressant. Et ici, il faut savoir que les anecdotes ne sont pas présentées seules, mais normalement font partie d'autres matières. Price utilisait l'anecdote pour humaniser son discours, pour réduire la distance entre son audience, son public et le sujet de discussion, pour être sur un niveau plus humain. Les anecdotes étaient également un mécanisme littéraire qui intéressait Walter Benjamin lorsqu'il a commencé un travail sur le projet Arcades, le projet Arcades qui n'a jamais vu le jour. En fait, Benjamin était affecté par les transformations profondes qui affectaient l'homme et son expérience, c'est-à-dire les nouvelles technologies, les médias de masse. Il proposait en fait ce concept de proximité et cela afin de recouvrir l'intimité de l'expérience individuelle immédiate. Et donc pour cela, il utilisait l'anecdote parce qu'il disait que l'anecdote rapproche les choses, entre dans notre vie et est l'antithèse stricte de l'histoire qui rend tout abstrait. La méthode réelle pour rendre les choses au présent, c'est de les présenter dans notre espace plutôt que de nous présenter, nous, dans leur espace. Et c'est seulement l'anecdote qui nous permet de faire cela. Je voulais également parler des lettres, mais je dois peut-être raccourcir ma présentation, mais je vais peut-être avancer. Alors, il y a les lettres pour les correspondants. Les lettres étaient très importantes et intriguaient Price. Je dois dire que cela comprenait une partie essentielle de ces articles. Et dans les livres, il disait que la raison pour laquelle il aimait tant ce livre, c'est que ce livre n'était pas écrit pour la consommation publique, mais plutôt comme commentaire privé sous forme de lettres à des amis proches dont les opinions, les remarques
remarque plaisait à l'auteur et dont il est répété. Et je crois que cette relation est très proche de ce que Walter Benjamin disait sur le conteur. Et en fait, Benjamin disait que ce qui est important, c'est d'écouter l'histoire dans la compagnie du conteur. Même quand on le lit, on partage cette proximité, en fait. Et cela est comparé à une correspondance quotidienne qui permet de former la communauté, cette proximité avec le lectorat. Et un jour, un de ses lecteurs a posé une question à Price concernant l'achat de cadeaux de Noël. Le lecteur n'était pas architecte. Et en fait, Price posait des questions et demandait l'aide de ses lecteurs également. Selon Benjamin, la nature même des histoires, c'est qu'elles contiennent toujours, de façon ouverte ou dissimulée, quelque chose d'utile. Pour Benjamin, le conteur est quelqu'un qui, en fait, écoute ses lecteurs. La connaissance pratique était essentielle pour Benjamin. Le conseil était mêlé dans la vie quotidienne. Et donc, les articles de Price traitent, en fait, des sujets peut-être triviaux, mais, en fait, sont liés à la vie réelle, la politique et peut-être des réformes professionnelles. Je vais devoir peut-être conclure ici, mais je pense qu'il est extrêmement important de souligner que le mot communauté ne veut pas dire consensus. Price était connu comme étant d'extrême gauche, syndicaliste, qui aimait la société de ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Il aimait discuter, débattre. Par exemple, cette lettre envoyée par un lecteur et vous voyez, qui parlait de ce niveau effrayant de correspondance, en fait, et qui proposait, en fait, d'introduire une plus grande subjectivité dans la qualité des journaux. Il voulait dévier, en fait, de la ligne éditoriale, en fait, des propriétaires de presse. Cette provocation de cette lecteur est intéressant parce qu'en fait, ce lecteur est Norman Willis, NW, qui était en fait un membre syndicaliste et secrétaire général du TUC, l'équivalent britannique de la CGT, si vous voulez. Et Price savait très bien qui était le lecteur qui lui écrivait. Donc, c'était en fait, c'était une blague entre amis, presque. Vous voyez que ici, Paul Finch dit que lorsque Price n'avait pas assez de lettres assez intéressantes pour publier, alors il écrivait les lettres lui-même. Et on pourrait en fait considérer Price comme journaliste littéraire selon la tradition de Dickens et d'autres écrivains victoriens. Vous savez que le journalisme littéraire qui était très populaire en Angleterre au cours des années 60 et 70 était en fait une performance transférée à l'écriture. Et de ce point de vue-là, les colonnes, les articles de Price peuvent être considérés comme un genre de spectacle, de pièces continues. Et je crois que c'est ainsi que Price renouvelle la tradition de conteur, car il considérait ses écrits comme une tradition orale. Aujourd'hui, où l'information est intégrée dans les médias sociaux et vice-versa, lorsque le potentiel d'interactivité semble avoir explosé, il semblerait que la tradition de proximité et de conteur sont toujours aussi pertinents. Je crois que Price a compris ce discours et en fait, il estimait que l'action et l'engagement faisaient partie du processus de dialogue.
Et l'architecte ne doit pas être quelqu'un d'autonome, professionnel, qui préserve une certaine distance de la société, mais au contraire, si on écoute Bruno Latour et sa caractérisation de la critique, c'est la personne en fait qui offre aux participants des arènes où se retrouver. Et comme Benjamin disait, un bon conteur a toujours ses racines dans le peuple. L'architecte, en tant que conteur, ne cherche pas qu'à simplement partager des contes, mais cherche également à créer les espaces où ces contes peuvent être contés. Merci.